Je vais vous parler un petit peu de ces travaux que j'ai eu l'occasion de mener, non pas aussi à l'Esquéric, même si nous avons un petit peu fréquenté ces zones-là, pas ensemble, mais sur des thématiques similaires. Et je vais vous parler un petit peu de d'un autre aspect, un aspect de l'Égypte qui est beaucoup plus méconnu que toute la beauté et l'excellence des grandes civilisations égyptiennes et des dynasties pharaoniques. Je ne vais pas vous refaire un cours de géographie, mais enfin, vous voyez, le Sahara, 8 millions de kilomètres carrés, la France, 549 000 kilomètres carrés. Donc, vous voyez le rapport de 1 à 16 entre la taille du Sahara et la France. Et puis, bien sûr, l'Égypte, pour tout le monde, ce sont les pyramides. Est-ce qu'on peut baisser un petit peu la lumière, s'il vous plaît? Merci. Donc l'Égypte, pour tout le monde, ce sont les pyramides, mais finalement, pour un paléontologue, à part le fait d'observer que les blocs qui constituent les grands éléments qui ont permis de pierre, qui ont permis de bâtir ces pyramides, sont constitués essentiellement de calcaire nummulitique, datant principalement de l'Éocène, les pyramides n'ont pas un grand intérêt pour un paléontologue, et donc nous allons laisser le Caire d'un côté pour aller trouver des choses vraiment intéressantes en Égypte, ce sont les fossiles. Très souvent, je taquine d'ailleurs mes amis archéologues avec lesquels j'ai souvent l'occasion de travailler, pour vous dire, ma fille est archéologue aussi, en leur disant l'archéologie c'est très facile, surtout en Égypte. Vous suivez un mur, quand vous arrivez au bout du mur, vous tournez à droite, s'il n'y a pas de mur, c'est que l'autre côté est à gauche. C'est certes une petite histoire, une petite blague, mais en tout cas, l'intérêt, c'est de montrer que nous travaillons finalement dans un même but, avec des techniques extrêmement similaires, et très souvent d'ailleurs sur des terrains qui sont similaires. Donc nous allons quitter l'Égypte, enfin la partie du Caire, pour nous enfoncer vers le sud, et pour aller notamment dans le désert libyque. Désert libyque, au sud du Caire, à peu près à quelques 5-6 heures de route du Caire, et nous allons parcourir le haut du désert libyque, en particulier la zone du Fayoum. Une petite carte avec un tout petit peu d'histoire. Voilà, le Caire est ici, et le désert libyque, c'est toute cette zone-là, que l'on appelle le désert libyque, qui va finalement assurer la séparation entre la Libye, l'Égypte, le Soudan ici, avec un point triple ici particulièrement intéressant, en termes d'archéologie en particulier, et qui a été étudié en grand détail par un de nos collègues toulousains, Pierre-Yves Pluquelec, mais c'est le point du Djebel Ouenat où on a retrouvé effectivement de très très importantes peintures du néolithique. Ce désert a été exploré dès les années 1870, en 1873 et 1874, notamment par Gerhard Rolfs, un Allemand, et qui a d'ailleurs laissé sa trace dans l'oasis de Dakhla, où on voit sur un pilier inscrit Gerhard Rolfs Expédition. Donc, un secteur qui est resté pendant très très longtemps mal connu. Gerhard Rolfs a exploré la partie, je dirais, encore accessible avec les oasis et autres, mais les zones de plein désert avaient été parcourues un petit peu avant lui par un autre Allemand, Georg August Schweinfurth, qui a été le véritable pionnier, je dirais, de ces explorations de ce secteur du désert libyque et du Sahara en particulier. Ce n'est que dans les années 20 que Ahmed Hassanein, accompagné de Rosita Forbes, va véritablement travailler dans cette zone-là, dans des buts de cartographie et d'exploration, et il va notamment être le premier à découvrir le Gilf el-Kébir. Et par la suite, il va donc explorer toute cette zone-là, le Gilf el-Kébir se situant quelque part ici. Donc il va véritablement parcourir l'ensemble. On a ici les oasis de l'ouest de l'Égypte, Baria, Farafra, Dakhla. Ici, la colline très célèbre de Abou Balas, au pied de laquelle on trouve encore des jarres d'époque pharaonique qui servaient à stocker l'eau pour les caravanes égyptiennes antiques qui partaient vers la Nubie. Et puis, sur ce Djebel Ouenat, lorsque Hassanein va y arriver, il va trouver un petit groupe familial de Tébou, voilà, qui sont les derniers à avoir véritablement séjourné et vécu dans ce Djebel. Ils ont disparu dès la fin des années 30. Les Tébous ont disparu de cette zone-là, ou en tout cas n'étaient plus installés de manière permanente dans ce secteur
du désert libyque. Le prince Kemal el-Din va également poursuivre les explorations dans les années 20, on le voit, 23, 25. Kemal el-Din, vous voyez son parcours ici, hein, où il va partir de Kharga et il va ensuite aller jusque dans le Djebel Ouenat ici, avant de revenir par la Darb el-Arba'in, c'est-à-dire la piste des 40 jours qui permet de relier Khartoum au Caire. Il va être le premier à utiliser les moyens motorisés pour explorer cette zone du désert libyque. Et il va donc notamment utiliser des voitures à chenillettes. Ce qui fait qu'à certains endroits d'ailleurs, on arrive encore, malgré le Khamsin, malgré le passage du vent, on voit encore de temps en temps, notamment grâce à l'écart entre les deux essieux, on arrive à dire il est passé là parce que le sable a conservé la trace du passage de Hassanein. Le comte Laszlo Almazy a poursuivi cette exploration de ce désert libyque et il l'a poursuivi en allant notamment jusqu'à Koufra, c'est-à-dire en passant de l'autre côté jusqu'à Libye. Koufra, célèbre bien sûr par le serment de Koufra et toute la colonne Leclerc qui ne voulait s'arrêter que lorsque le drapeau français flotterait sur la cathédrale de Strasbourg. Et Laszlo Almazy est un personnage tout à fait intéressant et très surprenant et que vous connaissez par le cinéma. Vous le connaissez par le cinéma parce qu'en fait, c'est le héros du film Le patient anglais. C'est lui qu'on retrouve blessé, brûlé et autres. Et c'est en fait le comte Laszlo Almazy, c'est la vie de Laszlo Almazy d'une certaine manière, qui est raconté dans ce film Le patient anglais. Et il va lui aussi poursuivre toute cette exploration, vous voyez, lui aussi de manière motorisée, à travers donc la partie sud du désert libyque. Et puis Peter Clayton, qui est lui aussi dans le film Le patient anglais, qui est donc le mari de la jeune femme dont va tomber amoureux le comte Laszlo Almazy, en tout cas dans le film, et qui finira donc, cette femme qui finira ses jours, notamment dans celle que l'on appelle la grotte des nageurs qui se trouve sur le Gilf el-Kébir. Peter Clayton a été lui aussi un des grands explorateurs. Et ce qui est assez surprenant dans l'histoire même, si on refait un petit peu d'histoire contemporaine, c'est que Clayton a travaillé ensuite pour l'intelligence service britannique, tandis qu'Almazy a travaillé pour les Allemands. Bien sûr, parce que cette zone-là était une zone de contact, c'était une zone extrêmement importante en termes stratégiques au moment de la Seconde Guerre mondiale. Et donc ces deux scientifiques, ces deux explorateurs en tout cas, ont amené leur service de part et d'autre des deux belligérants. Le premier qui a véritablement développé des études très scientifiques, en tout cas toujours à cette époque-là, vous voyez juste avant la Seconde Guerre mondiale, Ralph Bagnold a été le premier à essayer de mesurer dans cette région-là la vitesse de déplacement des dunes, avec une vitesse de déplacement à l'époque qu'il a estimée à 38 mètres par an. Sur la trace de ces pionniers, vous voyez que donc il y a eu toute une série d'explorations qui partent très souvent du Caire ou de Kharga d'ailleurs. Et on voit que finalement, ensuite, lui, Bagnold va véritablement aller très très loin. Il va aller jusqu'au Soudan, il va véritablement explorer toute cette zone-là et contribuer à la cartographie de tous ces secteurs. Nous allons aller un peu moins au sud et nous diriger au sud-ouest du Caire. Vous avez le Caire qui est ici. Vous avez ici le Fayoum, le lac Fayoum qui est ici. Et nous allons aller dans cette zone-là, cette zone que l'on appelle le Wadi Hitan. Wadi Hitan qui, d'ailleurs, depuis les travaux qui ont été conduits là-bas, fait maintenant partie des grands sites de l'UNESCO. C'est un site extrêmement important. Ce Wadi Hitan, le voici en vue satellite. Vous voyez qu'en fait, il n'y a pas grand-chose dans le Wadi Hitan. C'est le désert. On est en plein désert. Il n'y a rien du tout, sauf que, pour un œil, lorsqu'on se rapproche un petit peu encore, vous voyez, on voit la trace, effectivement, d'un certain nombre d'affleurements. En fait, c'est véritablement une zone extrêmement désertique, très très sèche. Mais pour un géologue qui part à travers les dunes vers le Wadi Hitan, il y a toujours des observations à faire. En fait, ce que je dis souvent à ma compagne, c'est qu'un géologue, c'est jamais en vacances parce qu'il y a des cailloux partout. Et comme notre métier, c'est de faire parler les cailloux, on arrive toujours à raconter des histoires. Et donc, lorsqu'on se dirige vers ce Wadi Hitan, on va rencontrer d'abord des paysages tout à fait extraordinaires, des paysages de désert d'une beauté exceptionnelle, vous voyez, et puis des affleurements, de grandes falaises,
l'intérêt du désert, c'est qu'il n'y a pas de végétation. Et pour un géologue, la végétation n'est juste que le phare qui souligne la beauté de la géologie. Mais le problème, c'est que quand il y a trop de phares, on ne voit plus la géologie. Et donc, les zones désertiques, pour des géologues, sont des endroits extraordinaires parce que l'observation y est facilitée. Et du coup, il est beaucoup plus facile d'interpréter ce que l'on voit que dans nos régions ici où, malheureusement, la pluie fait que, elle ne fait pas que des claquettes, comme disait Nougaro, mais la pluie fait qu'on a de la végétation et que cette végétation, souvent, est un problème pour arriver à interpréter la géologie. Dans les déserts, ce problème n'existe pas. Il y a bien d'autres problèmes, liés notamment au manque d'eau, mais en tout cas, pour les géologues, c'est un petit paradis. Et tout de suite, lorsqu'on se promène, on va observer des formations très très particulières, comme celle-ci, qui est une formation de calcrète, c'est-à-dire une zone où il y a du carbonate de calcium qui va se former, notamment lorsqu'il y a eu autrefois de l'eau dans ces zones-là, et qui va se former dans des zones de battement de nappes phréatiques. On va y observer également des bancs d'huîtres. Vous voyez ici un banc d'huîtres avec des milliers d'huîtres qui sont en place. On est quand même à plusieurs centaines de kilomètres du premier rivage marin et on a des bancs d'huîtres complets. Donc déjà on peut dire qu'avant il y avait la mer. C'était déjà une observation en soi intéressante. Ces grandes huîtres sont des huîtres qui datent de l'Oligocène et on va aller dans des terrains un peu plus anciens et on va redescendre. Et on va même observer, vous voyez, ces petits disques de pierre. Voilà, vous avez ici la taille d'un cache objectif. Ces petits disques de pierre qui sont en fait des numulites, ces numulites qui sont des foraminifères, c'est-à-dire des petits organismes unicellulaires qui vivent en général au fond de l'eau. Et c'est avec notamment des numulites, alors pas celle-ci, mais une autre espèce de numulite, que sont constitués les calcaires numulitiques qui constituent les blocs qui ont permis d'ériger les pyramides du Caire, entre autres. Et voilà le paysage que l'on va découvrir dans ce Wadi Hitan. La première fois que j'y suis allé, j'ai eu l'impression que je me retrouvais dans un western de John Wayne. Il y a un côté très Arizona, finalement, lorsqu'on se promène dans ce secteur-là. Et cette vallée, tout à fait exceptionnelle, a livré des fossiles véritablement extraordinaires. Vous le voyez, on est ici dans une zone extrêmement désertique et lorsque vous avez un œil de géologue, eh bien, vous pouvez vous rendre compte qu'il y a des arrondis, des creux en bas d'affleurement ici. Et tout ça, en fait, c'est extrêmement intéressant à l'observation parce que ça nous montre à quelle hauteur est soulevé le sable lorsqu'il y a notamment des vents de sable ou des tempêtes de vent. Et ce sable, en fait, va éroder finalement la base de ces piliers et qui font que progressivement, ils vont se détruire et s'effondrer, et ainsi de suite. Et on a ici, par contre, pour les particules les plus légères, on a les figures d'altération que va provoquer le Khamsin, puisqu'il s'agit du vent de cette région-là, que va provoquer le Khamsin lorsqu'il fait circuler le sable lors de tempêtes, dites tempêtes de sable. Tempête de sable, d'ailleurs, dans laquelle aurait disparu l'armée de Cambyse, entre Farafa et Siwa. Voilà, et armée de Cambyse qui, jusqu'à présent, pose de gros problèmes, puisque Aristote en parle, mais on ne l'aurait pas retrouvé, quoique j'ai entendu dire que des Italiens auraient peut-être retrouvé des traces de cette armée de Cambyse. Bref, cette zone-là, vous le voyez, très désertique, vous avez ici le 4x4, a livré des fossiles. Des fossiles qui sont connus depuis quasiment le milieu du siècle dernier, et parmi ces fossiles, il y a ce genre d'animaux. Je vais vous raconter comment moi j'ai découvert le tout premier de ces animaux quand je me suis promené dans cette vallée à la fin des années 90, à peu près au même moment que mon collègue Gingerich, que vous allez voir tout à l'heure, a déclenché véritablement les grosses fouilles dans cette zone-là. Dans les années 90, je vais faire le lien avec le discours, l'éloge qu'a prononcé tout à l'heure Eric. Je faisais de la télévision et je présentais donc Bonjour l'ancêtre. Et il se trouve que des Français qui étaient en Égypte à ce moment-là, qui travaillaient à la coopération franco-égyptienne, viennent me voir, une dame vient me voir en me disant, voilà, avec nos élèves du lycée français du Caire, nous aimerions faire un film qui puisse mettre en valeur... J'ai dit, écoutez, je suis votre homme, et j'étais jamais allé en Égypte, j'en mourais d'envie.
Et je lui dis donc, je vous propose 2 sujets. Nous allons faire un sujet sur les momies animales, parce que je suis conservateur du muséum. Les momies humaines, tout le monde connaît, mais peu de gens connaissent les momies animales. Donc je vous propose un film sur les momies animales. Et j'aimerais faire un film sur les baleines à pattes. Et elle me dit, ça tombe bien, les baleines à pattes, je sais exactement où elles sont, on y va avec mon mari très régulièrement. Là, je tombe des nues. Je tombe des nues parce que d'abord, c'est très peu connu. Très peu de gens connaissent l'histoire des baleines et en particulier le fait que l'on peut trouver des baleines à pattes dans le désert égyptien. Et qu'on puisse y aller régulièrement me surprenait parce qu'on est quand même en plein désert. Donc, je dis très bien. Donc, avec l'équipe de France 3, on monte tout le projet, on mobilise l'équipe. Je pars 2 jours en avance avec le réalisateur. Et nous sommes invités à dîner en arrivant, bien sûr, par cette famille, cette dame, son mari. Et bien sûr, moi, ce qui m'intéresse tout de suite, les momies animales, je savais où les trouver. Le musée du Caire est très riche, le musée d'agriculture du Caire est très riche. J'avais pas de souci pour trouver des momies animales. Les baleines à pattes, ça m'inquiétait un peu parce que je partais quand même vraiment à l'aventure. Je savais que c'était dans cette région-là, que c'était par là qu'on en avait trouvé. Mais où exactement, je ne savais pas. Donc je discute avec l'époux de cette dame qui me dit « Oui, mais d'ailleurs, si vous voulez, tiens, on y était encore à Noël dernier avec les enfants, j'ai des photographies. » J'ai dit « Écoutez, ça serait très gentil si vous vouliez me les montrer. » J'étais à la fois ému, surpris, et j'avais quand même une petite lumière qui s'allumait derrière moi en me disant « C'est trop simple. » Effectivement, il va me chercher l'album de photos de famille. Je vois toute la famille en train de célébrer Noël en plein désert, ce qui est très agréable. Et puis il me dit, voyez là, ça c'est bien les baleines là. Et il me montre des cailloux. Il me montre des photos, effectivement, c'était des choses un peu, des morceaux de grès un peu tourmentés avec des petits trous au milieu, mais tout simplement des figures d'altération. Et là, je me dis, là on est mal quand même. On est très très mal. On a une équipe de télévision qui arrive après-demain. Nous sommes avec le réalisateur. On vient faire un film sur les baleines à pattes, sur la foi des déclarations de cette dame qui savait où elles étaient, et il n'y a que des cailloux. Et là, le réalisateur qui me voit, je dis non, mais vraiment, ça, enfin, je suis pas convaincu. Et le réalisateur tout de suite comprend. Et je le vois se prendre la tête dans les mains. Je dis, écoute, il faut quand même qu'on aille vérifier. Alors, bien sûr, ce monsieur-là, qui était d'une gentillesse extraordinaire, il était professeur de français d'ailleurs, non, professeur de sciences nat en plus, donc j'étais sûr que c'était bon. Il était prof de sciences nat au lycée français du Caire. Je lui dis, écoutez, ce serait très intéressant, comprenez, pour faire de la télé, on a besoin de faire des repérages pour savoir où est-ce qu'on va mettre les caméras, les axes de lumière, machin, tout ça. Bref, j'essaie d'emballer un petit peu la chose. Je lui dis, ça serait bien si vous pouviez y aller avant que l'équipe arrive. Il dit, demain alors. Ben oui, ça serait bien. Écoutez, pas de souci, j'ai un ami, c'est pas très très loin, on n'a que 5 heures de route. C'est pas très très loin, on part à 3 heures du matin, on est sur place à 8 heures, vous vérifiez bien, vous regardez vos axes caméras, vous regardez un peu comment c'est fait, et puis on rentre tranquillement, et on rentrera par le bord du Fayoum, mais vous verrez, c'est très agréable. Très bien. Et nous partons. Donc à 3 heures du matin, branle-bas de combat, il appelle un de ses amis pour qu'on ait 2 4x4 pour assurer la sécurité. Et puis nous voilà partis à travers le désert, et c'est là que j'ai photographié effectivement ces dumulite, ces bancs d'huîtres et tout ça. Et nous arrivons dans la zone, et quand nous arrivons sur la zone, ben effectivement, il me montre de très beaux cailloux. Mais des cailloux, pas des fossiles. Et là, je me dis, damned, ils sont là demain, ils arrivent ce soir au Caire, comment fait-on? Comment fait-on? Et je vois le réalisateur qui s'appelait Jean-Luc Mage, qui s'assied comme ça, les fesses dans le sable, au pied d'une dune, et je l'entendais penser. Je l'entendais me dire, mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? On est en plein désert, on vient faire un film sur les baleines, il n'y a pas le moindre esquisse d'un morceau d'os. Alors Jean-Luc me dit, mais qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit, écoute, Jean-Luc, dans certains cas, il faut prendre la situation en main. Hein. J'ai dit, écoute Jean-Luc, s'il y a un fossile dans ce désert, c'est mon métier de les trouver, je le trouve. On fait comme on peut pour remonter le moral de l'équipe. Hein. Et donc, l'enseignant qui était avec nous, il faut camper, ce monsieur,
très déçu. Il me dit, bon, d'accord, non, mais il me dit, je suis désolé. Je dis, non, ne le soyez pas, c'est déjà très généreux à vous de nous avoir amenés là. Je sais qu'on est dans le bon secteur, parce que j'ai lu la littérature, je connais la littérature. Je dis, non, non, on est bien dans le bon secteur, c'est par là. Bon, là, effectivement, c'était assez facile de se tromper. Ouais, j'essaie d'amortir un petit peu quand même. Et il me dit, bon, comment on fait alors? Il me dit, où est-ce qu'on va? On est dans le désert, vous voyez, alors je fais comme ça. Je dis, par là. Bon, c'est un par là qui n'est pas tout à fait au hasard quand même. Puisque nous sommes à ce moment-là sur un plateau, et qu'il faut redescendre vers la vallée, parce que logiquement, comme tout bon géologue, je sais qu'en recoupant des couches, j'ai des chances de trouver des niveaux géologiques d'âge différents qui contiendront potentiellement des fossiles. Et donc nous voilà partis avec les deux 4x4. Moi, la tête à la portière, en train d'aspirer tout le sable que les roues m'envoyaient, en train de regarder chaque caillou qui passait comme ça, et au bout d'une heure et demie, je vois un caillou sur lequel il y a un petit truc blanc. Je dis stop, stop, stop. Je m'arrête, donc tout le monde s'arrête, on descend, je prends le caillou, et effectivement, ce petit truc blanc, sur un caillou qui faisait à peu près, je sais pas, la taille de cette carafe, vous voyez, ce petit truc blanc, c'était un morceau d'os. Tout fier de moi, je me tourne vers le réalisateur, Jean-Luc, en lui disant, mais voilà, ça y est, tu l'as l'os de baleine, hein, tu peux faire quelque chose. Il me regarde et me dit, non mais tu te fiches de moi, quoi. Comment tu veux que je fasse croire à quelqu'un que c'est une baleine? Et je lui dis, et là tu vas voir ce que c'est qu'un géologue au travail. Donc, partant d'un près, donc on voit le caillou, devant nous on a une falaise enfin, qui remonte par paliers. Et j'ai dit, tu vas voir ce que c'est qu'un géologue au travail. Par principe, un caillou, ça ne remonte pas les pentes. Donc c'est qu'il descend de plus haut. Donc on va trouver le niveau d'où descend ce caillou. Et donc nous sommes montés pour retrouver le niveau d'où descendait ce caillou. Et à ce moment-là, en me penchant, vous voyez, je me suis mis comme ça, ras du sol, et puis j'ai vu effectivement un petit monticule comme ça. Et j'ai dit, tiens, là-bas, c'est bizarre. Et en fait, je suis allé sur le petit monticule, et j'ai vu ça. Une vertèbre, une autre vertèbre, toute une série de vertèbres, naturellement dégagées du sable, par l'érosion, par le vent. Et donc, on a trouvé comme ça le premier squelette de baleine dans le Wadi Hitan. Donc là, c'était l'euphorie, bien évidemment. Et en continuant à me pencher comme ça, je vois à 200, 250 mètres une autre petite butte. Et il paraît, là c'est les collègues qui me l'ont raconté, il paraît que je me suis mis à courir en plein désert pour aller voir l'autre butte en disant « Il y en a une autre ici !» Bref, on a trouvé plusieurs baleines dans ce secteur-là très rapidement, ce qui nous a permis de faire le film et l'histoire. Alors parlons un petit peu de ces baleines du désert que vous avez ici, qui s'appellent en fait des basilosaures. Basilosaures, comme quoi tous les noms qui terminent en zore ne sont pas des dinosaures, hein, puisqu'en fait le monsieur qui a découvert pour la première fois des ossements de cet animal de grande taille au Texas a cru au XIXe siècle qu'il s'agissait d'un dinosaure, alors qu'en fait il s'agissait d'un mammifère aquatique de grande taille et donc d'une baleine. Alors voilà, plusieurs de ces squelettes. Vous avez ici un autre squelette. Beaucoup sont naturellement dégagés par l'érosion. Vous avez ici toute une série, une colonne vertébrale avec des côtes sur le côté. Donc on a une quantité extrêmement importante de baleines dans ce secteur-là. Encore une autre. Vous voyez que là, ça devient de la paléontologie facile. C'est de la paléontologie où vous vous promenez quasiment et vous avez les animaux à l'affleurement, ce qui est tout à fait exceptionnel. Bien sûr, selon l'époque à laquelle vous passez, ils sont soit sous le sable, soit hors du sable, hein, bien évidemment, selon les tempêtes de sable, selon la manière dont le sable a bougé. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on trouve aussi des crânes complets. Hein, vous avez ici un crâne d'une de ces baleines, d'un de ces basilosaures. Vous avez le crâne qui est vu par-dessous. En fait, vous avez ici les trous où étaient les dents, hein, les racines des dents qui sont là. Vous avez tout le crâne qui est là, voilà, et puis le départ de... Et ici, vous avez la mandibule. Donc on a en fait des squelettes de baleines en connexion. Et ça, pour un paléontologue, des squelettes en connexion, autant en archéologie, on en trouve, parce qu'on a souvent des inhumations avec des choses en connexion. Malheureusement, on a rarement vu un animal s'enterrer lui-même ou un de ses congénères à l'enterrer de façon à ce que son corps soit préservé en entier. Donc un squelette en connexion, c'est véritablement quelque chose d'exceptionnel pour un paléontologue. Et donc voilà un détail de cette mandibule de cette baleine.
Donc ces baleines, elles sont tout à fait intéressantes. Vous avez ici les vertèbres de la queue. Nous avons le bout de la queue ici de l'animal. C'est un animal qui mesure 17 mètres de long. Hein, ça fait véritablement déjà un très très gros animal. Et les terrains géologiques dans lesquels il se trouve sont des terrains qui datent de l'Éocène, c'est-à-dire d'un tout petit peu plus, d'une quarantaine de millions d'années à cet endroit-là. On est en fait dans des terrains tout à fait, je dirais, caractéristiques de ce que l'on appelait la mer de Tétis, qui a déposé donc toute une série de fossiles dans cette région-là. Regardez celle-ci, une autre baleine complète. Vous voyez ici le début de la tête avec les dents, là, le crâne qui est là, et toutes les vertèbres alignées les unes derrière l'autre. C'est une petite baleine. C'est une petite baleine de 6 ou 7 mètres de long qui appartient à une autre espèce, un groupe que l'on appelle les dorudons. Ce sont des petits archéocètes. Hein, on parle d'archéocètes, c'est-à-dire les ancêtres des baleines. Ce ne sont pas des baleines au sens strict du terme, mais vous vous rendez compte en fait que ces baleines-là, que ce soit le basilosaure que je vous ai montré de 17 mètres ou ce dorudon de 6 à 7 mètres de long, sont des baleines à dents. Vous savez effectivement que dans les cétacés, il y a deux types de cétacés. Il y a les cétacés à fanons, comme la baleine bleue par exemple, et puis il y a les cétacés à dents, comme les cachalots par exemple. Et donc on va comme ça trouver beaucoup de baleines. Alors qui a découvert ces premiers squelettes? Celui qui a inventé le terme de basilosaure au XIXe siècle, c'est Richard Harlan. C'est un paléontologue. Il a trouvé des fossiles au Texas, et c'est lui qui a créé ce terme de basilosaure, pensant qu'il avait affaire à un dinosaure, alors qu'en fait, il avait affaire à une baleine. Et donc, vous me direz, du Texas à l'Égypte, ça fait loin. Oui, mais nous sommes sur des animaux marins, sur des animaux qui migrent dans les océans. Et nous avons une configuration également des masses continentales à cette époque-là qui est très différente de celle que nous avons aujourd'hui, mais il n'empêche que les baleines, on les retrouve un petit peu partout dans les océans. La première reconstitution qui était faite de ces baleines, la voilà. Donc vous le voyez, une baleine avec des dents, un corps très long, allongé, voilà, avec une patte antérieure transformée en palette natatoire. C'était la reconstitution qui prévalait jusqu'aux travaux que nous avons menés dans cette région-là. Et d'ailleurs, depuis de longues années, la question des cétacés était un point sur lequel il y avait des affrontements violents entre ceux que l'on appelle les créationnistes et ceux que l'on appelle les évolutionnistes. Les créationnistes persuadés que tout a été créé en un seul moment, par Dieu, et que donc les choses étaient immuables, niant la réalité de l'évolution. Nous, on expliquait que les baleines étaient des mammifères et que donc très probablement elles avaient un ancêtre quadrupède. Et comme on ne trouvait jamais d'ancêtre quadrupède des baleines, eh bien c'était un argument pour eux pour dire, ben, vous voyez bien que vous racontez des bêtises avec votre théorie de l'évolution, confondant d'ailleurs le vocable théorie-hypothèse et ne sachant pas qu'en science, une théorie est un modèle qui permet d'englober l'ensemble des observations et que donc une théorie scientifique, par essence, elle est capable d'évoluer. Et c'est donc avec Phil Gingerich que les travaux vont véritablement débuter sur ces baleines. Phil Gingerich, qui est un collègue de l'American Museum à New York, et que l'on va commencer à creuser véritablement dans cette zone-là. Vous avez vu, on est en plein désert, hein, donc il ne faut pas oublier les allumettes, il ne faut pas oublier les provisions d'eau. Bon, on n'est jamais qu'à 5 heures du Caire, mais enfin quand même. Hein, une fois qu'on est en place, on préfère rester sur le terrain. Il fait très chaud dans cette zone-là. On fouille plutôt d'ailleurs pendant la période hivernale, hein, où les températures sont chaudes le jour, très fraîches la nuit, puisque fréquemment le matin, on a de la glace, hein, si on a laissé un petit peu d'eau dehors. Mais en tout cas, on va développer une campagne de fouilles et voilà le camp de base et voilà ici les premiers résultats, les premiers travaux et on va progressivement comme ça dégager plusieurs squelettes de baleines qui vont être ramenés ensuite au musée du Caire. Vous voyez que les techniques de dégagement d'un paléontologue, voilà, ben en fait, que fait un paléontologue? Il se contente de prélever des blocs, voilà. Il dégage les os, il les met sur une butte, il recouvre la butte d'un ensemble
de bandes plâtrées, il découpe le bloc de plâtre, il le retourne, il le replâtre de l'autre côté, et tout ça après, il l'amène au laboratoire. Finalement, qu'est-ce qu'on fait? On prend un morceau du terrain au laboratoire, on fait une deuxième fouille au laboratoire, mais c'est une fouille dans la fouille du laboratoire, c'est une fouille où on est sûr qu'on va trouver des fossiles, puisqu'on sait qu'ils sont dedans. Par contre, sur le terrain, on n'est pas toujours sûr d'en trouver, et j'en sais quelque chose. Donc on va comme ça dégager plusieurs éléments, plusieurs baleines, jusqu'au jour où l'étude va s'affiner. Là, je suis avec mon collègue Mohamed qui est au musée du Caire, voilà, et on est en train là, de dégager justement ici une de ces baleines. Et au cours de l'étude, on va découvrir ces ossements-là. Et ces ossements-là sont extrêmement importants parce qu'il s'agit, pour la première fois, d'une patte postérieure de cétacés fossiles. On a donc en fait, dans ce désert égyptien, des ancêtres des baleines, puisqu'elles ont 40 millions d'années, mais qui ont des pattes, et qui ont 4 pattes. 2 pattes avant transformées en palettes natatoires, et une patte postérieure. On a donc en fait le chaînon manquant entre le mammifère quadrupède qui est l'ancêtre hypothétique des baleines, et les baleines d'aujourd'hui, on a effectivement une patte postérieure. Cette patte postérieure, vous le voyez, elle est toute petite. Hein. Il a fallu aller la chercher au fond de l'animal, et vous voyez par rapport aux 17 mètres, ici, vous voyez que c'est vraiment quelque chose de tout petit. D'ailleurs, la première que l'on a découvert, vous voyez, les ossements sont fusionnés entre eux, c'était pas facile à étudier, mais on voit bien en fait tout un membre postérieur, avec bien le bassin ici, pour faire simple, le fémur, le tibia, la fibula, les os qui composent tout, je dirais, la cheville de l'animal, et puis ensuite la partie des doigts avec les métatarses et autres. Pour la première fois au monde, on avait les restes d'une patte postérieure de cétacés fossiles. Et d'une patte postérieure de cétacés tout court. Donc c'était une découverte qui était extrêmement importante et qui a conduit d'ailleurs, qui était un des arguments pour classer le classement de ce Wadi Hitan au patrimoine mondial de l'UNESCO, un endroit tout à fait exceptionnel. Et depuis donc ces travaux, voilà que maintenant, lorsqu'on reconstitue le basilosaure, bien si vous le regardez bien, hop, ici, on voit sa toute petite patte. Alors sa toute petite patte, ça ne veut pas dire que cet animal de 17 mètres sortait de l'eau et allait se balader dehors sur le sable. Hein. Il n'allait pas bronzer sur le sable, sur la plage, non. C'est simplement qu'on a affaire à une évolution qui est en train de se dérouler, que progressivement le membre antérieur se réduit, on va y revenir. Mais en tout cas, c'est un animal strictement aquatique. Mais qui a encore un vestige de patte. Alors, à quoi elle lui sert? C'est compliqué à dire. Est-ce que ça sert d'un temps? Ça peut servir peut-être un peu pour l'équilibre dans la nage. Certains disent que ça servait au mâle aussi à agripper la femelle pendant le coït, pour la reproduction. C'est une manière de pouvoir s'accrocher un peu. C'est pas évident de faire l'amour dans l'eau, semble-t-il. En tout cas, nous, la question qui nous interrogeait, ok, très bien, on a des baleines, ok, elles ont des pattes, très bien. À quels autres animaux peut-on les rattacher pour savoir d'où sont originaires et dans quel groupe naissent les baleines? Alors, sur la base de l'anatomie dentaire, nous avions identifié, les paléontologues, un groupe particulier qu'on appelle le groupe des Mésonychidés, ici. Ils sont un groupe de carnivores que l'on connaît à l'Éocène. Carnivores qui, effectivement, on trouve souvent dans des milieux proches des zones aquatiques, proches de l'eau, proches des rivières. Et on s'était dit, ben voilà, les dents se ressemblent, l'ancêtre de ces baleines, ce sont très certainement ces fameux gros carnivores mésonychidés que l'on retrouve dans les niveaux légèrement plus anciens que les baleines que l'on a découvertes là. Et on pensait avoir donc résolu très rapidement la question de l'origine des baleines. Et donc pour nous, voilà à quoi ressemblait la baleine, la plus primitive connue, l'ancêtre en tout cas des baleines. Parmi ces mésonychidés, il y en a certains qui étaient de grosse taille, comme Androsarchus ici, qui a un crâne qui mesure 1,20 m. Donc on voit que c'est déjà des animaux qui peuvent avoir une grande taille. Et puis si vous regardez les dents que vous voyez ici, elles ressemblent beaucoup aux dents que je vous ai montrées tout à l'heure. Donc on s'était dit, ite missa est, on a tout compris, tout va très bien. Et c'est là que la génétique entre en scène.
Les progrès de la génétique permettent aujourd'hui de tracer des relations de parenté entre les espèces. Eric l'a très bien démontré, puisqu'on peut même aller au niveau de la famille et des individus aujourd'hui. Mais la génétique est également étudiée et utilisée pour retracer l'évolution des espèces. Et dans les années 2000, la génétique est en plein essor. La phylogénétique, c'est-à-dire la manière d'étudier les relations de parenté entre les espèces, devient de plus en plus performante puisque les ordinateurs sont de plus en plus disponibles et que donc on dispose de puissances de calcul intéressantes. Et des biologistes font tourner des logiciels qui permettent de reconstituer des phylogénies de manière automatique. Et leur résultat est pour le moins surprenant. Et ils nous disent, voilà l'ancêtre de vos cétacés. L'ancêtre de nos cétacés, disent-ils, c'est plutôt la vache normande ou charolaise ou de l'aubrac de nos campagnes que vos mésonychidés qui sont des carnivores. Imaginez notre stupeur quand même. Donc, bien sûr, comme toujours en science, chaque fois qu'il y a une idée nouvelle qui arrive, il y a la querelle des anciens et des modernes. Et donc, bien évidemment, les anciens disent « Mais c'est n'importe quoi, vous êtes trompés, vous n'avez pas été foutus d'aligner vos séquences génétiques correctement, vous avez loupé un codage, une mutation, enfin vous faites n'importe quoi, retournez à vos études. » Et les modernes qui disent « Mais c'est extraordinaire, c'est un nouveau champ de recherche qui s'ouvre à nous. » Voilà. Bon, on les renvoie pendant un temps à leurs chères études, mais très rapidement, toutes leurs études vont toutes dans le même sens. Et systématiquement, ils nous disent « Non, non, je vous assure, c'est bien ça. » Alors nous, paléontologues, on est quand même, honnêtement, les paléontologues, on n'est pas très bons à ce moment-là. On leur dit « Mais attendez, montrez-nous sur l'anatomie, sur des choses tangibles, pas sur des trucs qu'on ne voit pas. Montrez-nous sur des choses tangibles, des caractères morphologiques qui nous montrent bien qu'il y a une relation de parenté entre la vache et le dauphin. » On ne trouve rien. Et on a beau faire de l'anatomie comparée en regardant tous les squelettes de baleines, de dauphins et de vaches. On ne voit rien. Et là, les paléontologues, on s'est dit, bon, si on ne voit rien sur les bêtes d'aujourd'hui, il faut qu'on ait cherché des bêtes plus anciennes. Peut-être que les baleines ont tellement évolué aujourd'hui que les caractères qui étaient communs autrefois ont disparu. Et donc, on se met à la chasse à la baleine fossile. Et cette chasse à la baleine fossile, je l'ai conduite, entre autres, au Pakistan, au Baloutchistan. Et au Pakistan, nous avons découvert des baleines fossiles. Quand je dis nous, c'est les paléontologues en général, hein, bien évidemment. Moi, j'ai fait partie de certaines équipes, d'autres équipes, voilà. Mais de manière globale, nous avons découvert des baleines fossiles au Pakistan. Et parmi ces baleines, nous avons découvert Rhodocétus, donc cétus, le cétacé, rhodo rouge, Baloutchistanensis du Baloutchistan. Donc la baleine rouge du Baloutchistan. Et sur cette baleine-là, on a eu la chance de découvrir des pattes postérieures beaucoup mieux conservées que celles que nous avions sur nos baleines d'Égypte. Et on a découvert, donc voilà, cette patte postérieure, l'anatomie de cette patte postérieure. Vous avez ici l'astragale, le calcanéum, le cuboïde, bref, toute l'articulation du poignet de cette... Enfin, de la cheville de cet animal. Et on a découvert également une autre baleine fossile qu'on a appelée Arciocetus clavis. Et au milieu, pour que vous puissiez comparer, je vous ai mis la patte, les mêmes os de la patte d'un artiodactyle. Et j'ai choisi là, en l'occurrence, l'antilocapre américaine. Ce qui est intéressant, c'est que la vache fait partie d'un groupe zoologique que l'on appelle les artiodactyles. Les artiodactyles sont des animaux qui ont le poids du corps qui passe entre les doigts numéro 3 et numéro 4. Bref, ils ont une morphologie très particulière, et notamment au niveau de la cheville, ils ont ce que l'on appelle une double poulie sur l'astragale qui permet l'articulation d'une part vers le haut avec le tibia et vers le bas avec le naviculo-cuboïde, qui sont fusionnés. Et là, quand on étudie en détail la patte postérieure de nos baleines fossiles du Pakistan et notamment de Rhodocétus, on se rend compte qu'il y a bien une double poulie
ici, et qu'il y a bien une articulation vers le haut et vers le bas, d'une part avec le fémur, d'autre part avec le cuboïde et le naviculaire. Et donc on a enfin, pour la première fois, le contact qui permet de dire oui, effectivement, en tout cas en termes d'anatomie pure, on a bien des caractères anatomiques communs entre les artiodactyles, c'est-à-dire les vaches de nos campagnes, pour faire simple, et les cétacés. Et donc, les résultats de nos collègues biologistes sont validés. Ils sont validés parce qu'on a deux disciplines différentes qui vont toutes dans le même sens en disant, oui, il y a des caractères communs entre les cétacés et les artiodactyles. Et donc, ça veut dire que du coup, toute la classification zoologique est complètement bougée, modifiée. Et notre vision, qui était celle d'autrefois, un ancêtre de ces baleines qui serait du côté des carnivores, est totalement fausse. Donc on continue le travail, et voilà à quoi on aboutit. On a aujourd'hui un groupe des mésonychidés, qui est quelque part dans l'Éocène, qui va donner naissance, d'une part, aux archéocètes d'un côté, qui vont se séparer ensuite à la limite entre l'Éocène et l'Oligocène, entre les odontocètes, c'est-à-dire les belugas, les cachalots, les choses comme ça, et les mysticètes, c'est-à-dire les baleines à façon, et qui, quelque part par là également, va se séparer des artiodactyles. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un branchement simple comme ça, on a la preuve que les artiodactyles vont aller probablement chercher là-dedans. On est aux alentours de 60-65 millions d'années, il se passe des choses à ce moment-là, et il faut donc préciser davantage l'histoire et l'évolution des mammifères, en tout cas de ces groupes-là, à ce moment-là. En tout cas, si on veut faire de la phylogénétique, aujourd'hui, on est obligé de regrouper les cétacés et les artiodactyles dans un groupe que l'on appelle les cétartiodactyles, et c'est ce qui est fait aujourd'hui dans la classification zoologique. Donc on a modifié la classification zoologique, et ici au muséum, si vous allez visiter les galeries, vous verrez que dans la galerie où il y a les artiodactyles, où il y a le bison et choses comme ça, vous verrez qu'au-dessus de l'hippopotame, il y a effectivement un dauphin, pour montrer cette liaison de parenté entre les cétacés et les artiodactyles. Alors c'est très bien, on a déjà des éléments, c'est intéressant. Allons plus loin. Poursuivons l'exploration dans des terrains encore plus anciens. Ces terrains encore plus anciens sont toujours au Pakistan. Et on va commencer, du coup, vous voyez, à bâtir ces relations de parenté. Et on se dit, mais pourquoi on n'irait pas chercher du côté d'artiodactyles, finalement? Est-ce que les cétacés ne seraient pas, non pas les descendants directs des mésonychidés, mais plutôt de descendants directs d'artiodactyles? Et on se met à chercher, et on va trouver, effectivement, dans les niveaux du Pakistan, un certain nombre d'artiodactyles, dans un groupe particulier que l'on va appeler les anthracothéridés. On va trouver effectivement des formes qui, progressivement, vont marquer des différences et des relations de parenté. Donc on va trouver Epigénis, qui est en fait une forme d'hippopotame fossile, que l'on va trouver. Et puis finalement, le coup de tonnerre, ça va être la description de Pachycétus, le cétacé du Pakistan, dont on a pu avoir quasiment le squelette complet au Pakistan, et qui a une anatomie extrêmement particulière. Vous voyez, il a à peu près la taille d'un renard. Il a un museau relativement allongé, des pattes, une longue queue, et c'est lui, lorsqu'on a étudié la morphologie et l'anatomie de son oreille interne, qui montre très clairement qu'il a une oreille interne caractéristique de ce que l'on retrouve dans le groupe des cétacés. Les cétacés ayant une morphologie très très particulière de l'oreille interne. Et donc aujourd'hui, on connaît véritablement la plus ancienne baleine à pattes à partir des travaux qu'on a pu mener, et notamment avec ce fameux Pachycétus, cette baleine du Pakistan. On a trouvé également au Pakistan un squelette dont vous avez le moulage qui est présenté ici juste sous la baleine dans les galeries du Muséum de Toulouse, Ambulocetus natans, ambulo, elle marche, cétus, baleine, la baleine qui marche, natans, qui nage, la baleine qui marche et qui nage. On a une baleine ici qui a, si je vous remets Pachycétus, vous voyez, des membres qui sont sous le corps, des membres qui sont directement sous le corps, voilà, alors que sur Ambulocetus, vous commencez à avoir une rétroversion du membre postérieur qui traduit le début de l'adaptation
à un mode de vie aquatique. Hein, le membre va se mettre et ça va permettre à l'animal de battre, d'onduler et de se déplacer plus facilement dans le milieu aquatique. Et finalement, on va progressivement, avec Arciocetus que vous avez ici, on va retracer progressivement l'évolution de l'ensemble des cétacés depuis l'Éocène, c'est-à-dire depuis un peu plus de 40 millions d'années, 45 millions d'années jusqu'à nos jours. Et on va se rendre compte que finalement, si vous regardez Arciocetus, si vous regardez les narines d'Arciocetus, elles sont comme sur Pachycetus vers l'avant du crâne. Et plus on va aller dans l'évolution, plus les narines vont remonter progressivement sur le dessus du crâne. Et chez les baleines actuelles, si vous regardez les squelettes de dauphins ou de baleines qui sont dans le musée, eh bien vous voyez que les narines, en fait, elles sont complètement sur le dessus du crâne. Ça a un avantage, c'est que même notre champion du monde qui nage très très bien et qui est un vrai poisson dans l'eau, comme on dit, de temps en temps, il a besoin de sortir la tête de l'eau, de faire comme ça, de reprendre de l'air et de continuer à nager. La baleine, elle n'a pas besoin de ça. Il suffit qu'elle affleure, elle va juste souffler, reprendre de l'air et elle continue son mouvement. Une baleine ne reste pas en surface, forcément, elle fait ce qu'elle veut. Nous, on a besoin de remonter régulièrement à la surface. C'est une adaptation au mode de vie aquatique qui va se traduire donc par une migration des narines depuis l'avant du museau jusque sur le dessus du crâne. Et voilà donc aujourd'hui la reconstitution donc, de ces baleines fossiles, avec notamment Basilosaure qui est là. Et on voit chez la baleine actuelle, vous voyez, les narines qui sont ici sur le dessus du crâne. Alors, cette zone-là du Wadi Hitan est tout à fait extraordinaire parce qu'au dernier comptage, il y a un peu plus de 1000 baleines dans ce wadi. 1000 baleines. Vous imaginez, c'est colossal. Alors bien sûr, ça c'est pas un échouage massif de 1000 baleines d'un seul coup. Hein, on est dans des terrains, on en a sur plusieurs niveaux géologiques, mais enfin, c'est un contexte qui est tout à fait particulier. Voilà. Et donc, il est important de comprendre pourquoi il y a des baleines et pourquoi on a à la fois ces grosses baleines, les basilosaures, et les petites baleines, les dorudons. Et donc, il faut étudier le contexte géologique de ce Wadi Hitan. Et lorsqu'on étudie le contexte géologique, lorsqu'on observe attentivement les dépôts, on va trouver des dépôts de ce type-là. Vous voyez, avec des choses un peu bizarres, des tubes qui sont là, vous voyez, ce sont deux tubes. Et ces tubes, en fait, ce sont des tubes qui se forment autour des racines de palétuviers. On est en fait en bordure d'une zone de mangrove. Et ces concrétions-là nous montrent effectivement qu'on est effectivement en bordure d'une paléomangrove, une mangrove qui existait là il y a 38 millions d'années. Et lorsqu'on étudie les limites de la mangrove, voilà, on se rend compte qu'on a, en plein cœur de mangrove, on va retrouver essentiellement les toutes petites baleines, alors qu'à l'extérieur, on va retrouver les plus grosses baleines. Ici, on a les toutes petites baleines, les baleines de 7-8 mètres. À l'extérieur, on a les grosses baleines. On est véritablement, vous voyez, on a le rivage qui est par là, là on a la zone continentale, la limite de mangrove, des zones de sable et autres. L'hypothèse sur laquelle que l'on formule et qui semble se confirmer, en fait, c'est qu'on a aujourd'hui un témoin d'une ancienne nurserie. Un endroit où les petites baleines venaient mettre bas, protégées à l'intérieur de la mangrove. Et protégées de qui? Mais protégées des grosses baleines qui les attendaient à la sortie pour les dévorer, pour se nourrir d'elles. Donc on est en fait dans cette zone-là du Wadi Hitan, on est à la limite entre la mer véritablement, la zone de mer, et la zone de mangrove. La zone de mangrove étant l'endroit où les toutes petites baleines venaient mettre bas. Les autres baleines rôdaient en périphérie, effectivement, en attendant qu'il y ait un jeune qui sorte, et elles essayaient, bien évidemment, d'attraper un des jeunes pour se nourrir. Lorsqu'on étudie tout cela, après qu'on remet tout ça dans un cadre géologique beaucoup plus large, eh bien, si on le remet dans un cadre géologique beaucoup plus large, on a cette formation ici qu'on appelle Round Formation, voilà, et on voit progressivement du sud-sud-est vers le nord-nord-est, en fait, on peut suivre dans cette zone du désert libyque du Fayoum la manière dont le continent africain s'est progressivement agrandi, voilà, et la manière dont les terres ont progressivement gagné du terrain sur la mer. En fait, on est en train d'assister progressivement
à la fermeture définitive de l'océan que l'on appelait la Thétis, qui était un océan mondial qui allait depuis, qui regroupait, qui mettait en contact l'Atlantique directement avec l'océan Indien. On est en train d'assister au début du basculement de la plaque arabique qui va véritablement fermer, pour former aujourd'hui la mer Méditerranée. Et on a en fait un témoin ici de toute la tectonique des plaques. En fait, qu'est-ce qu'on voit? Vous avez l'Afrique ici, on la voit progressivement grandir, elle remonte vers le nord. La plaque arabique, en fait, va venir ici, vous avez ici la mer de Thétis, hein, ce grand océan mondial, qui va progressivement se fermer et qui va finalement laisser la mer Méditerranée comme un pâle reflet de ce que fut autrefois ce grand océan, cette mer de Thétis dans laquelle les petites baleines et les grosses baleines se livraient à des courses effrénées, chacune, l'une pour se nourrir et l'autre pour sauver sa peau. Et donc on a ici, dans cette zone-là de l'Égypte et dans ce Wadi Hitam, quelque chose de tout à fait exceptionnel. Ce qui justifie d'ailleurs le classement à l'UNESCO de ce site, c'est la quantité, la qualité, la diversité fossile et les éléments qu'elles amènent à la compréhension également de la tectonique des plaques et à la manière dont l'Afrique, en remontant progressivement vers le nord, va ensuite fermer cet océan mondial pour donner naissance à la Méditerranée. Méditerranée qui, quelques millions d'années plus tard, finira par s'assécher complètement, aux alentours de 5 millions d'années, au Messinien, et puis qui ensuite, à la faveur d'un énorme tremblement de terre, verra tout d'abord l'océan Atlantique se déverser dans la Méditerranée pour remettre de l'eau dans la Méditerranée, et qui ensuite, à la faveur d'un autre tremblement de terre violent dans le détroit des Dardanelles, verra ensuite la mer Méditerranée se jeter, se déverser dans la mer Noire pour former la mer Noire qui était autrefois un lac sous le niveau de la mer. Et c'est probablement ce qui donnera naissance dans la mémoire populaire au mythe du déluge, puisque ce phénomène intervient il y a environ 10 à 12 000 ans. On a ici, donc, voyez tous ces dépôts, donc voyez l'intérêt, hein, le feuilletage que l'on a, et puis pour terminer cette histoire de cette zone du désert libyque, voilà de très très belles figures d'érosion provoquées par le Ramsine. Et puis, bien sûr, on va quitter finalement le désert libyque, en tout cas cette zone-là. On aura quelques aventures et quelques avatars, comme des moments où il va falloir 8 heures pour parcourir 450 mètres. Bref, c'est pas toujours simple. C'est vraiment pas toujours simple. Mais on peut aussi, vous voyez, en mettant beaucoup d'énergie, on arrive toujours à s'en sortir. Et puis on a parfois le bonheur d'aller un peu plus loin et de pouvoir découvrir ici ces images qui donnent une impression de neige, mais qui sont en fait la craie du Lutétien que l'on trouve dans ce que l'on appelle le désert blanc à côté de Farafra. Et c'est sur ces images extraordinaires que je vais vous remercier. Merci.